Le 7-8 Sport, tous les lundis. Merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 et bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried. Ce soir, 3 invités sur le plateau. Oui, tout à fait, au menu de ce 7-8 Sport du 4L Trophy avec l'équipage saint-quentinois de retour de ce raid humanitaire réservé aux étudiants qui traversent l'Espagne et le Maroc. Ils sont d'ailleurs avec nous tous les deux, William Hudov et Bastien Guilbault. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous nous raconterez un petit peu tout ça et votre belle expérience inédite tout à l'heure. Nous parlerons aussi de l'Eco-Trail, cette course éco-responsable entre la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et Paris qui peut aller jusqu'à 80 km. Et le directeur de course est avec nous sur ce plateau, Hervé Pardaillé-Galabrin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous parlerons aussi de cette belle course en deuxième partie d'émission, mais aussi d'aviron. Nous avons suivi la reprise de Thomas Barouk, le rameur du Cercle Nautique de Versailles, 7e des derniers Jeux Olympiques de 2012. Et puis bien sûr, tous les résultats du week-end, un point complet à suivre au cours des 26 prochaines minutes. On commence par le 4L Trophy alors. Oui, ce raid humanitaire qui est réservé aux étudiants et qui traverse l'Espagne et le Maroc. William Hudov et Bastien Guilbault, vous êtes revenus il y a quelques jours. Alors la première question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que la 4L a tenu le choc? Ou est-ce que vous êtes rentré à pied? Est-ce que vous êtes rentré à pied, exactement? Effectivement, elle a tenu le choc. Donc, on a fait 7000 km avec la même voiture. Une bonne préparation nous a assuré un bon raid. Donc on est revenu sain et sauf et la voiture aussi. Je vous pose cette question puisque quand on était venu vous voir dans votre garage de préparation, le Prépa for Raid, vous avez eu des petits soucis de châssis, un moteur un peu récalcitrant, donc tout est bien allé au final. Tout est bien allé, on a eu quelques soucis notamment de crevaison de pneus, on a crevé 2 pneus. Et on a eu un petit problème d'allumage sur le retour en Espagne, mais on a mis les doigts dans le cambouis, puis on a fini par trouver la panne. Ça nous a pris 1 heure et pour 0,4 mm en fait. Et dans ce cas-là, on reste serein lorsque la panne survient, qu'on est en plein désert, qu'il faut changer une roue? Les roues, ça va. C'est le moins pire. C'est le moins pire. On n'a pas eu de soucis importants dans le désert, donc tout est bien allé. Et le problème d'allumage, ça s'est passé sur le retour en Espagne, donc sur la route. On a trouvé un petit parking. Surtout que vous découvriez l'épreuve puisque c'était votre première aide, donc c'est vrai qu'en cas de problème mécanique, on peut peut-être paniquer entre les dunes, non? Tout à fait. C'est vrai qu'à la base, on est parti de rien, on n'y connaissait rien. Donc, comme disait Bastien, quand il a fallu mettre les mains dedans, on y allait. Et puis, de toute façon, c'est en faisant qu'en apprenant. Et puis, même sur le raid, on a appris encore. Donc, tout s'est bien passé au final. Et puis, pour une première participation, vous finissez 530e sur 1446 équipages classés, puisque le classement n'est pas encore définitif. C'est plutôt une bonne performance. On est content de nous. On n'était pas venu pour ça vraiment à la base, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Oui, l'autre objectif de ce raid auquel vous participiez, le 4L Trophy, c'est l'aspect humanitaire, Wilfried. Et donc, vous aviez beaucoup de fournitures paramédicales et scolaires dans le petit coffre de la 4L. Vous avez pu tout donner. Comment ça s'est passé, justement, cet échange humanitaire? Donc, arrivé à Merzouga pour le deuxième soir au Maroc, dans le désert, il y avait une cérémonie de remise de dons. Donc là, on s'est vu remettre nos plus de 50 kilos de fournitures scolaires, humanitaires et sportives, paramédicales. Nous avons remis ces dons donc à des enfants qui avaient été choisis du Maroc. L'organisation du 4L Trophy avait fait une bonne préparation pour cette cérémonie. Tout s'est vraiment bien déroulé, donc on en a pris plein les yeux. Et en voyant ces montagnes de fournitures, ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Et alors, en termes sportifs, qu'est-ce qui a été le plus dur sur ce raid? Maintenir les temps entre les étapes, je ne sais pas, la mécanique un petit peu le soir dans les bivouacs? La mécanique, du coup, on n'a pas eu de soucis. Ce qui était surtout dur, c'était pas vraiment le niveau sportif, c'était surtout le côté hygiène, on va dire. Parce que dans le désert, on n'a pas de douche, donc faut faire avec. Et c'est-à-dire? Comment on fait? C'est-à-dire qu'on ne se lave pas vraiment. Surtout lingette, on fait au mieux avec les moyens qu'on a, mais c'est vrai que c'est pas... Comme du camping sauvage. Voilà, c'est ça. C'est là que la cohésion d'équipe est importante. Si vous, avec la promiscuité, quand on ne s'entend pas bien, ça doit pas être facile, non? Tout à fait. On a eu la chance de prendre une douche au milieu du raid. Ce qui n'a pas été le cas pour tous les équipages du 4L Trophy. Nous, on en a bien profité, mais c'est vrai que pendant toute la durée du raid, c'est assez fastidieux et contraignant. On a l'habitude de se laver tous les jours ici, et là-bas, ce n'était pas le cas. Vous parliez des autres équipages justement sur la route, là, dans les étapes. Il y a une solidarité. Quand il y en a un qui est un peu au bord de la route, on l'aide, les autres s'arrêtent?
On s'est arrêté de nombreuses fois pour aider toutes les personnes, tous les équipages, en échange d'un apéro, comme on dit là-bas. On n'en a pas eu souvent. Tout ça pour dire que vous avez pris de nombreux apéros, c'est ça? On n'en a pas eu autant qu'on a dépanné les équipages, mais bon, c'était vraiment une action de solidarité, de rencontre aussi, de partage, d'échange de pièces, de main-d'œuvre, vraiment que de la solidarité. Ça fait partie un peu du cahier des charges aussi de la compétition. On doit s'arrêter un petit peu, s'entraider. On est vraiment dans quelque chose de solidaire tout au long de la compétition. Ouais, c'est pas on doit s'arrêter, mais c'est forcément conseillé. Ça fait partie du jeu, et puis on est aussi là pour ça. Donc, puis si vous aviez un moment à retenir de ce raid, Bastien ou William, quel serait-il? Le moment? Le moment fort ou dur ou le plus heureux? L'apéro du premier soir ou la douche. Ou la douche, voilà, c'est peut-être ça. Non, moi je retire surtout les bacs à sable en fait. Ils appellent ça des bacs à sable, c'est des portions de désert où c'est vraiment du sable mou, où la plupart des voitures sans sable. Donc là on descend, puis on va pousser à 5, 6, 10 personnes, pousser les 4L. Et, enfin, on est tous ensemble vers un même but et c'est vraiment sympa, quoi. Et le retour à la réalité ici, à Saint-Quentin-en-Yvelines, n'est pas trop dur? William? Il est plus que difficile quand il faut se remettre dans le bain au travail, à l'école, reprendre, si je puis dire, la routine. C'est vraiment pas simple. On a vécu une histoire, une aventure vraiment fabuleuse qu'on retiendra tout le long de notre vie, ça c'est certain. Donc reprendre les activités quotidiennes, c'est vraiment assez difficile. C'est vraiment la routine qui revient, c'est vraiment le mot. Parce que là-bas, tous les jours, c'était une nouvelle journée avec des nouvelles choses qui allaient nous arriver, quoi. Donc, et là, c'est... Ça donne envie de repartir déjà, de rechercher un projet pour l'année prochaine? Déjà, ça donne envie de rester là-bas. On ne voulait pas revenir. Et ouais, repartir. Bon, l'année prochaine, moi, je ne pourrais pas parce que j'ai des contraintes scolaires, des concours notamment. Mais dans 2 ans, ouais, peut-être pas le 4L Trophy, mais on a d'autres idées pour plus tard. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau TFIL nous raconter cette belle expérience. Ouais, et puis, s'il y a d'aventure un autre projet de ce type, n'hésitez pas, on sera présent. Juste un dernier petit mot. Remercier notre team 7-8. Ah, est-ce que ça brille pas trop? Non, ça va, ça passe à l'antenne. C'est bon, mignon, jolie petite ardoise. Voilà. On les remercie. Merci à tous, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis parce que c'est grâce à elles qu'on est là. Donc tous les sponsors et les partenaires, nos amis et la famille. Voilà. Et cette édition qui s'est donc bien passée pour vous. On invite d'ailleurs les autres étudiants qui voudraient participer ou qui préparent leur véhicule pour les prochaines éditions, s'ils sont dans le département des Yvelines, à se manifester. On va découvrir un personnage à présent, un personnage au vrai sens du terme, hein. Tout à fait, Wilfried. C'est notre portrait de la semaine. Nous sommes allés à la rencontre de Guy Brochot. Aussi attachant que passionné, ce Saint-Quentinois a dévoué une grande partie de sa vie, pour ne pas dire toute sa vie, au football et plus précisément à l'entente sportive de Guyancourt. De 1946 à 2013, l'histoire de l'ESG à travers son doyen. Un portrait réalisé avec Élodie Moine et Patrick-Jacques de Dixmude. La JOCR à Guiroux, Guyancourt, à Guy Brochot. Un même prénom pour une passion identique du football. Entre Guy Brochot et l'ESG, l'histoire d'amour dure depuis 1946. Je suis là. Je suis le plus beau d'ailleurs. Alors âgé de 11 ans, le jeune Guyancourtois découvre le ballon rond. Moi, j'ai jamais appris à jouer au foot. On a appris par nous-mêmes. On n'avait pas de chaussures de foot déjà. On jouait avec des galoches à bout carré. Je sais pas, vous n'avez pas connu ça. À cette époque, il n'y a pas assez de joueurs pour constituer une équipe à 11 dans une seule catégorie. Le stade Popielesco de Guyancourt est le terrain de ses premiers exploits, où il commence au poste de gardien de but avant de passer défenseur central. Et il paraîtrait même qu'il y possède son arbre personnel. Lorsqu'il se marie à 29 ans, Guy veut sacrifier sa passion pour sa vie de famille. Moi, je veux pas que t'arrêtes, non. Parce que tous ceux qui arrêtent, après, ils prennent une brioche. Je trouve que... C'est vrai, c'était trop jeune pour arrêter. Avant, on mangeait jamais le soir ensemble. Parce que le lundi, il y avait réunion. Le mardi, il y avait entraînement. Le mercredi, c'était les petits. Le jeudi, il y avait entraînement. Et des fois, on mangeait le vendredi soir ensemble. Guy Brochot a eu tous les costumes à Guyancourt. Joueur, entraîneur, bénévole, ici en bleu aux côtés de l'équipe senior, puis dirigeant. En 1972, il participe à la création du Maratra, une alliance d'équipes jeunes venues de tout Saint-Quentin en Yvelines. Le sous-sol de la maison faisait alors office de laverie du club. Ici, là, j'avais tout un placard avec les catégories seniors,
Enfin, tout le club était là, quoi. Et le dimanche matin, les joueurs venaient entre 10h et 11h chercher les maillots. Le doyen a aussi vu son sport tant aimé évoluer. J'apprécie plus le système de jeu. Mais ce que j'apprécie pas, c'est la coopération des joueurs. Ils ont trop de distractions autres. Vous voyez, nous, on arrivait, comme je leur disais, les gars, vous arrivez au vestiaire, vous accrochez vos habits, et en même temps, vous accrochez vos soucis et vos, comment dirais-je, vos mauvais résultats à l'école. Au club, tous les enfants connaissent Guy. L'entraînement commence seulement après avoir salué l'ancien. C'est des personnes qui sont importantes dans chaque club. Je pense que dans chaque club, ils ont des personnes comme ça qui sont attachées à des valeurs au niveau du football, au niveau du respect, au niveau de plein de choses. Allez, essayez de voler un ballon, vous verrez que c'est pas facile. Une tribune va bientôt voir le jour au stade Maurice Baquet. Le club continue de grandir et continuera un jour sans Guy Brochot. Mais la relation entre l'homme et l'ESG restera à jamais une histoire d'amour pleine de fidélité et d'humilité. Un personnage attachant que vous avez rencontré, cette très figure attachant. emblématique de ce club. On va continuer cette édition du 7-8 Sport après le 4L Trophy. D'ailleurs, les deux participants de Saint-Quentin qui sont présents et sont restés sur ce plateau. On va parler de l'Eco-Trail à présent. Oui, avec le directeur de course, Hervé Pardaillet-Galabrin. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors l'Eco-Trail, donc, c'est une course entre la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris, la Tour Eiffel exactement, donc, qui peut aller jusqu'à 80 km. Expliquez-nous en quoi vraiment précisément ça consiste, cette course. L'Eco-Trail de Paris, c'est finalement l'envie d'offrir à Paris et sa proche banlieue donc une épreuve sportive, une épreuve verte sur les sentiers de la région Île-de-France, parce qu'on part de Saint-Quentin-en-Yvelines, la base de loisirs de Saint-Quentin, pour arriver jusqu'à la Tour Eiffel en faisant 80 km, 1500 mètres de dénivelé, en traversant 3 départements, parce qu'on part des Yvelines, on traverse les Hauts-de-Seine et on arrive à Paris, la Tour Eiffel. C'est une épreuve, je dirais, pour des adeptes de la course à pied assez longue, parce qu'on est quand même sur 80 km. Oui. Pour cette épreuve-là. 80 km, Donc, parce qu'il y a d'autres formats aussi, il y a du 50, il y a de la randonnée, il y a de la marche nordique, mais 80 km, ça fait quand même peur, il faut être aguerri pour les faire. La plupart sont quand même bien entraînés pour faire 80 km. Ceux qui ne sont pas entraînés, généralement, abandonnent au deuxième ravitaillement, qui est Chaville. Qui fait combien de kilomètres à peu près? On est au 55e. Et généralement, on a 450 abandons à peu près sur les 2000 partants au départ de Saint-Quentin. Parce que dans le marathon, pour avoir une petite comparaison, on parle souvent du mur des 30 km, donc cette fameuse distance au-delà duquel le corps est un peu autonome et l'esprit est un peu ailleurs. Là, 80, on se dit que c'est juste infaisable. Wilfried, vous seriez prêt à... Vous sentez venir? Non, pas du tout. 80, 800 mètres, vous voulez dire? 800 mètres, voilà, 800 mètres, comme vous voulez. Mais c'est aussi pour favoriser la pratique du sport en général, je crois, cette course. Alors l'Eco-Trail, tout à fait, c'est pour favoriser la pratique du sport. Donc c'est un des piliers justement de l'Eco-Trail. Donc aussi bien pour les compétiteurs le samedi, parce que c'est les épreuves 80, 50, 30 km et marche nordique chronométrée le samedi, et le dimanche, sport pour tous, les randonnées et la marche nordique non chronométrée, où je dirais l'âge, on part de 9 ans jusqu'à 79 ans sur l'Eco-Trail. Oui, vous avez trouvé votre format, Wilfried, c'est bon. Laissez-moi tranquille, Anthony. On peut peut-être demander à nos invités, William et Bastien, vous qui cherchiez à sortir aussi de la routine, maintenant que vous êtes revenus du 4L Trophy, cette compétition, l'Eco-Trail. Oui, non? Effectivement, on est sportif, mais peut-être pas autant. Voilà. Vous voyez, je ne suis pas le seul. Merci de me soutenir. Alors, dans Eco-Trail, il y a écologique, c'est un aspect important aussi, je crois, de cette course, tout ce qui est développement durable. Donc, dès la première année, 2008, on a décidé de mettre en effet l'accent sur le développement durable sur cet événement, pour laisser le moins de traces possible de notre passage, parce que c'est quand même une épreuve de masse. Donc on a différentes pratiques. Donc déjà, quand vous allez chercher votre dossard sur le village à Paris, vous signez une charte, comme quoi vous n'allez pas jeter vos détritus dans la forêt ou sur les sentiers. Donc on va leur donner une petite pochette déchets qu'ils devront porter, matériel obligatoire. Et ensuite, sur les ravitaillements, c'est des suppressions des gobelets en plastique. Donc les personnes viennent avec leur propre gobelet, leur propre matériel, c'est du matériel obligatoire. Et ensuite, vous avez des bénévoles qui sont là sur les ravitaillements, une centaine qui sont prévus donc samedi prochain, et qui vont faire de l'animation sur les ravitaillements uniquement pour le tri sélectif. C'est-à-dire qu'ils vont être là pour expliquer aux coureurs qu'il faut jeter sa peau de banane dans quelle poubelle. Et ça va être quelque chose qui va être très marqué cette année. C'est un point d'amélioration justement. Mais on ne prend pas de pénalité si par exemple on perd des points dans la compétition si on ne respecte pas cette charte.
si on ne respecte pas la charte, c'est-à-dire que si on voit un coureur jeter un détritus, n'importe quoi, hein, que ce soit un gel ou autre chose, dans la forêt, il est exclu à vie de la course, de l'éco-trail. Nous, c'est une règle très stricte. C'est une vraie sanction. C'est une vraie sanction. Mais vous allez surveiller comment? Parce que il y a un coureur, il va y avoir des coureurs partout, il y a un surveillant derrière chaque coureur. Pour vous rassurer, c'est qu'on a fait donc le nettoyage l'année dernière du parcours, c'est-à-dire qu'on nettoie avant et après, ce qui permet de mesurer la pollution finalement effective par coureur. Et on est sur des quantités vraiment très faibles, 0,01 g par personne. C'est généralement la perte, je dirais, d'un papier par inadvertance. Donc c'est pas de façon, je dirais... Les gens respectent les règles. Les gens respectent les règles. Et je pense que c'est important, justement, c'est sur l'éco-trail qu'on essaye de faire se donner ce type de consignes et de règles. Voilà. Et alors il y a aussi l'aspect solidaire puisque par exemple je crois que les chaussures un peu délaissées, vous les récupérez et vous les donnez à une association qui les retraite en Afrique, c'est ça? Exactement. Donc nous soutenons 3 associations. Donc en effet Africa Run, pour les citer, qui finalement récupèrent les chaussures pour une seconde vie tout simplement. Donc sur le village de l'éco-trail, on récupère les chaussures et vont être récupérées et envoyées en Afrique pour des personnes qui en ont besoin. Donc ça, c'est la première association. Et on a d'autres associations qu'on soutient, également les Apprentis d'Auteuil, qui est une association, une fondation pour les jeunes en difficulté. Donc c'est l'apprentissage. Et également le Rire Médecin, qui est une association avec des clowns qui vont dans les hôpitaux auprès des enfants malades. Et alors vous attendez à peu près combien de coureurs, de participants sur ce week-end? Alors c'est un week-end où on a à peu près 10 000 inscrits. Alors la météo, on verra en fonction de la météo, parce qu'il y a toujours un petit peu moins de monde, surtout sur les épreuves pour tous du dimanche. Mais on espère être proche des 10 000. On peut encore s'inscrire justement cette semaine ou c'est déjà trop tard? Alors pour les courses chronométrées, c'est trop tard, mais on peut encore s'inscrire sur la partie du dimanche, donc toutes les randonnées, marches nordiques et le 18 km Twin Santé, qui est une épreuve également qui se court à 2 en binôme. Merci beaucoup Hervé Padaillé d'être venu ce soir sur le plateau. Puis on sera ce week-end donc à l'éco-trail au départ à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, Wilfried. Et puis merci également à nos 2 autres invités qui étaient avec nous ce soir. William et Bastien, vous avez participé au 4L Trophy. Cette édition, vous êtes classé 530e sur plus de 1400 participants, ce qui est pas mal pour une toute première édition, première participation. Anthony, on poursuit cette page sport, nouveau reportage. Oui, nous avons suivi cette semaine la reprise de Thomas Barouk, le rameur du cercle nautique de Versailles, 7e des derniers Jeux Olympiques de Londres en 2 couples. Son hiver ne s'est pas passé comme prévu, la faute à une préparation tronquée par les blessures. Nous avons fait le point sur ses ambitions pour 2013 avec Élodie Moine. Depuis son retour des Jeux Olympiques, Thomas Barouk vit un parcours du combattant. Victime d'une fracture de fatigue sur une côte à la reprise de l'entraînement au mois d'octobre, il écope ensuite d'une tendinite après 6 semaines d'arrêt. Autant dire que le rameur versaillais est en manque de repères. Je pense que cette blessure, elle vient de l'accumulation de fatigue et de stress de toute l'année dernière. Parce que c'est pas que les Jeux, la préparation des Jeux, elle a commencé en octobre 2011 et on n'a pas arrêté de toute la saison jusqu'aux Jeux et même un petit peu après, même si après les Jeux, effectivement, ça s'est un peu calmé. Thomas Barouk retrouve enfin la compétition au championnat de France indoor il y a quelques semaines. Il se rassure et décroche une médaille de bronze à 6 secondes de son meilleur temps, en 6 minutes 19. Mais pour faire partie de l'équipe de France, Thomas dépend aussi de son coéquipier Nicolas Mouton, actuellement blessé lui aussi aux épaules. C'est un peu difficile d'avoir des objectifs sur les championnats de France parce qu'on n'a pas d'entraînement ensemble. Donc on ne sait pas encore où on en est, on ne sait pas exactement physiquement où on en est tous les deux parce que forcément les arrêts pour blessure, on ne sait pas quel impact ça peut avoir. Donc pour l'instant on n'a pas d'objectif, le seul objectif c'est de faire une performance suffisante pour être sélectionné en équipe de France et ensuite on verra. L'équipage olympique a jusqu'à mi-mai pour décrocher sa sélection pour les championnats d'Europe en Espagne. En attendant, l'ingénieur s'adapte à sa nouvelle notoriété. Ici au club, auprès des jeunes, visiblement, ça a un effet. Ouais. En fait ils viennent pas me voir parce que je pense qu'ils sont un peu impressionnés. Mais par contre, ils connaissent tous mon nom, évidemment, et je vois dans leurs yeux, dans leur comportement, quand je les croise, que voilà, ça leur fait un peu envie.
Thomas Barouk s'est d'ailleurs rassuré ce week-end en remportant la tête de rivière interrégionale de Caen sur le 6000 mètres. Ce week-end aussi, l'un des maîtres du taekwondo mondial venait dispenser ses conseils lors d'un stage à Montigny-le-Bretonneux. L'occasion pour les combattants saint-quentinois de progresser sur les célèbres techniques de respiration. Reportage réalisé avec Guillaume Camps. Il n'est pas très grand, a l'air très calme et semble presque inoffensif. Pourtant, maître Kim Yong-ho est 9e dan de taekwondo, tout simplement ce qui se fait de mieux au monde. Alors quand il vient délivrer ses précieux conseils à Montigny-le-Bretonneux, les élèves sont impressionnés. C'est la première fois que je le voyais, mais il a de l'énergie, enfin, c'est impressionnant. On a envie de faire pareil. Au niveau de la respiration, comme il dit, le Tanjuan, ça apprend à mieux respirer, apprendre à avoir plus d'aisance dans les techniques, que ce soit dans les enchaînements de coups de pied ou dans les coups de poing. À 72 ans, maître Kim dégage toujours autant de force qu'étant jeune et semble en harmonie avec lui-même lorsqu'il pratique le taekwondo. L'ancien président de la Fédération mondiale a vécu en France pendant une vingtaine d'années. Il enseigne l'école de la vague bleue basée sur la respiration, une méthode d'apprentissage pleine d'humilité où la compétition n'est pas la priorité. C'est arrêter respiration, c'est le mot. Parce que c'est nos arts martiaux toujours contrôle, expiration, expirer pour énergie interne. N'importe qui, pour training, sport, arts martiaux, c'est pareil. Nous, c'est contrôle, expiration, ça c'est pour force. Maître Kim était aussi présent à Montigny-le-Bretonneux ce week-end pour rappeler à ses élèves qu'un art martial est une éducation de tous les jours. Le 7-8 Sport qui se poursuit sur notre antenne, sur TV Fil. On passe à présent aux résultats du week-end. 17e journée de division d'honneur, Versailles recevait Lemay ce week-end. Les coéquipiers de Grégory Lefort se sont imposés difficilement, 2-1. Ils retrouvent le goût de la victoire après 3 matchs sans succès. Au classement de cette poule de division d'honneur, Versailles est désormais second avec 43 points et mène la chasse avec le PSG et Melun derrière l'intouchable leader Créteil-Lusitanos qui a 52 points après 17 journées. Handball féminin et cette victoire de Montigny-le-Bretonneux. Oui, 17e journée de National 2. Les féminines de Montigny recevaient l'Èche-Cap-Ferré au complexe Pierre de Coubertin. Les Inimontaines se sont imposées 31-27 grâce notamment à 7 buts de Cécile Bizol. C'est leur 3e succès de rang. Depuis le début de la saison, les joueuses de Stéphane Paysan n'ont jamais réussi à enchaîner plus de 3 victoires consécutives. Elles auront une chance de le faire ce week-end face à Gagny. Au classement, les Inimontaines confortent du coup leur 5e place avec 37 points. Elles ont assez de marge avec ce qu'il y a derrière et n'ont plus que 2 points de retard par contre sur le 4e, ici Paris Handball. Sport américain à présent, Anthony, roller hockey, cette équipe incontournable des Sharks d'Elancourt. Tout à fait, 12e journée de National 3, les Sharks d'Elancourt recevaient les Ulysses au gymnase Chastanier. Les Elancourtois entament ce match de la meilleure des façons en marquant 2 premiers buts coup sur coup dès les premières minutes, respectivement par Renan Cosson et Sébastien Barret. Les joueurs de Benjamin Ferrand conservent un peu plus le palais que leur adversaire et ajoutent un 3e but avant la fin de la première période. En seconde mi-temps, c'est une formalité. Les Sharks salent l'addition en inscrivant 5 buts de plus. Score final 8-2. Au classement, avec cette 4e victoire consécutive, les Sharks sont désormais 2e de National 3 avec 21 points à 3 longueurs du leader Camon. Même s'ils avaient déjà assuré leur place en play-off lors de la dernière journée, les Sharks vont devoir être performants lors des 2 dernières journées de National 3 où ils affronteront le leader Camon justement et leur poursuivant direct Aubergenville. Escrime et puis Trappes qui est toujours au plus haut niveau, de très bons résultats pour le club de Trappes. Oui, l'escrimeuse espoir que nous avons suivi en début de saison de Trappes, Jérôme Npadjanga, réalise une superbe saison. Après avoir terminé 13e en individuel, la tireuse saint-quentinoise vient de glaner une médaille de bronze par équipe au championnat d'Europe junior à Budapest en Hongrie en battant justement les Hongroises à domicile, 45 touches à 38, une performance qui devrait lui permettre d'obtenir sa sélection pour les championnats du monde, une sélection qui devrait tomber dans les tout prochains jours. Et alors, où en est-on de ce dossier du Paris Saint-Germain? Un dossier qui où traîne le beaucoup. futur camp des loges va-t-il s'installer? Oui, un dossier qui traîne beaucoup. Dans un entretien accordé aux Parisiens vendredi dernier, le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, a confirmé vouloir retenir le choix d'ici 2 à 3 mois de ce nouveau centre d'entraînement pour le club de la capitale. Le président qatari a donné toutefois un petit indice. Le club veut être propriétaire de ces terrains, ce qui signifie que ce ne sera pas Saint-Germain-en-Laye. Et donc, du coup,
coup, Montigny-Bretonneux et Poissy tiennent la corde. Et puis il y a eu ces rumeurs autour de la ville de Versailles aussi, même si ça a été démenti dans un premier temps, en tout cas jusqu'à présent, par la municipalité. On verra bien d'ici à cet été. On espère donner l'information dans cette édition du 7-8 Sport qui est quasiment terminée pour aujourd'hui. Une petite info, une toute dernière, ou plutôt une tendance. C'est la danse à la mode, c'est le Harlem Shake. Le principe est très simple. On danse de façon complètement loufoque et déguisée sur un morceau de musique électronique d'un DJ américain. Eh bien, les clubs illinois s'y mettent. Voici la danse du club de rugby de Mantes. Attention, ça vaut le coup d'œil. Voilà le Harlem Shake qui est à la mode, mais ça passe un petit peu de mode et puis ça peut être dangereux aussi. Du côté de l'Australie, 15 mineurs d'une compagnie australienne de services miniers licenciés pour avoir exécuté cette version souterraine du Harlem Shake sur leur lieu de travail et pour l'avoir diffusé sur Internet. Et voilà pourquoi nous n'en ferons pas sur ce plateau ce soir, parce qu'on tient à nos emplois. N'hésitez pas à commenter ce 7-8 Sport sur les réseaux sociaux qui touche à sa fin. À lundi prochain, bonne soirée.